Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce 6e webinaire de CARE. Nous remercions la délégation de l'Union européenne pour son soutien dans toutes nos activités. Et dans la suite de notre cycle pour la compréhension, mais aussi pour rechercher des pistes à sortir de cette crise, nous avons déjà organisé 5 webinaires. Celui-là étant le 6e. Donc le premier étant l'urgence et la nécessité d'aider les citoyens et les entreprises pendant la période de confinement via une méthode innovante. Dommage, ça n'a pas été pris en compte. Le second étant l'importance d'engager immédiatement les réformes structurelles au risque de voir le FMI à notre porte. Le troisième, nous avons abordé la transition économique par les réformes des institutions. Le quatrième webinaire traitait de l'impossibilité d'une cohabitation entre la rente pétrolière et la diversification économique. Et enfin, M. Mouloud Haddir a produit une excellente note de la LFC et a bien mis en évidence dans son webinaire de dimanche dernier que les mesures contenues dans cette LFC ne nous mettent pas encore sur le bon sentier, ni pour relancer l'économie, ni pour réduire les déficits. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe un peu dans le monde après ce Covid-19 et ce qui se passe en matière de transformation économique et essayer de savoir comment l'Algérie et le Maghreb pourraient en être partie prenante. Pour cela, nous avons invité le professeur El Mouhoub Mouhoud, professeur et vice-président de l'Université Paris-Dauphine. Mouhoub est bien connu à CARE puisque c'est sa 3e conférence avec nous. Et son exposé d'aujourd'hui portera sur l'analyse de l'impact des grandes manœuvres industrielles et commerciales post-Covid sur les pays du Maghreb. Il sera question des relocalisations dont tout le monde parle en ce moment, mais M. Mouhoud a commencé à les étudier depuis plusieurs années déjà. Il en est sorti donc, de ses études, il en est sorti un livre dont la 5e édition est parue en 2017. Le titre du livre, c'est Mondialisation et délocalisation des entreprises. Je crois que c'est à la découverte. Hein. C'est ça. Oui. Donc, ce soir, il nous parlera des relocalisations, mais aussi sur le mouvement des délocalisations en vue et surtout des opportunités qu'elles pourraient représenter pour les pays du Maghreb. M. Mouhoud nous montrera les points d'attractivité de ce sud de la Méditerranée, mais surtout, quel type de réformes urgentes ces pays devraient engager pour espérer capter une partie de ces IDE à venir. Nous le laisserons faire son exposé pendant à peu près 30 minutes, mais il déborde tout le temps, ne vous inquiétez pas. Et dans un second temps, nous passerons aux questions que vous pouvez poser grâce à l'icône en bas de votre écran. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous pouvez commencer à poser les questions et pas dans converser, mais dans questions et réponses. Voilà, donc Mouhoub, je te donne la parole pour 30 minutes. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, à Mohamed Touazi, Slomo Matouani et d'autres probablement que je ne connais pas directement, de m'avoir invité à présenter cette conférence sur l'impact des recompositions des chaînes de valeur mondiales, européennes essentiellement, et des relocalisations industrielles sur les pays du sud de la Méditerranée. Tu as introduit déjà le positionnement de la conférence et donc je vais passer directement à la problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un très grand débat maintenant sur les relocalisations, mais ces phénomènes de relocalisation ne sont pas du tout nouveaux. Ça fait très longtemps que ça existe, de manière plus ou moins sporadique, et on assiste depuis quelques années effectivement à une recomposition des chaînes de valeur mondiale. Je vais en dire 2 mots. Nous avons eu depuis le Covid et les crises d'approvisionnement en Europe, mais aussi aux États-Unis, une sorte de prise de conscience sur les risques que font prendre à la collectivité les dilatations de chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire la fragmentation en morceaux de composants de biens industriels délocalisés dans différents pays, en particulier dans les pays d'Asie,
en Chine, en Inde, et les crises d'approvisionnement qui ont eu lieu dans l'industrie pharmaceutique ont créé un choc. Et ce choc s'est traduit par le fait que le président de la République en France, par exemple, a décrété qu'il fallait relocaliser sur le sol national ou européen pour engager une indépendance stratégique. Et ensuite, vous avez ce sondage récent pour les Échos et Radio Classique, sur lequel 9 Français sur 10 demandent au président de relocaliser les productions industrielles. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut les décréter, ces relocalisations? Dans quel secteur elles s'effectuent? Pour quels objectifs? Quels sont les outils? C'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut bien en dire dans les déclarations et les annonces, les effets d'annonce. Alors, vous allez voir que la complexité n'évite pas, ne fait pas l'économie de la simplicité d'exposer. On peut très bien présenter les choses telles qu'elles sont dans leur complexité et leurs contradictions, et en même temps les exposer simplement et pédagogiquement pour que ce soit compréhensible, et surtout que les politiques publiques qui suivent soient efficaces. D'abord, de quoi on parle? Les relocalisations, ce n'est pas vraiment une idée, hein, c'est un fait, ça existe, qui relève de stratégies d'entreprise ancrées dans des logiques sectorielles, je vais y revenir, et dans un cadre législatif, dans le cas, par exemple, des entreprises françaises, qui est le cadre européen et non pas français. Hein, la France est dans une union douanière et donc elle est liée aux traités et aux règles régissant l'union douanière. La relocalisation, ce sont surtout des objectifs de politique économique, de politique industrielle, de reconquête d'avantages comparatifs. Et c'est aussi, pour moi, une stratégie d'anticipation des chocs des territoires de ce côté-ci de la Méditerranée. Enfin, dernier point, quelles sont les conséquences de ces recompositions, de ces relocalisations et selon l'ampleur qui peut se dessiner? Selon moi, c'est assez contradictoire, vous allez voir. Quels sont les effets sur les pays du sud de la Méditerranée, le Maghreb et les pays du Machrek éventuellement? Voilà. C'était pour introduire le sujet. Alors, le premier fait stylisé qui permet de comprendre dans quel contexte se placent les recompositions de chaînes de valeur, c'est le recul du commerce mondial de manière structurelle depuis 2011. Donc, dans ce graphique, vous avez deux choses. Vous avez en noir, les bâtons noirs, ce sont les taux de croissance du commerce mondial, de biens et services, hein, le taux de croissance du commerce mondial. Et en gris, c'est le taux de croissance du PIB mondial, hein, de la production de richesse mondiale. Et vous observez que jusqu'en 2007, jusqu'à la crise des subprimes, vous avez un commerce mondial qui croît 2 fois plus vite que la production mondiale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élasticité du commerce mondial. Le commerce croît 2 fois plus vite que la production. Donc, c'est la dynamique de la mondialisation qui était extrêmement forte. Et pendant la crise, vous avez une chute du commerce mondial qui s'est redressée en 2010. Puis, depuis 2011, on assiste finalement à une croissance au même rythme du commerce et de la production. Donc, on n'a plus les dynamiques aussi fortes où le commerce croissait 2 fois plus vite que la production durant la période précédant la crise des subprimes. Et depuis 2010-2011, on a donc une chute de ce commerce mondial, une chute de la dynamique du commerce mondial, pas vraiment une chute absolue, mais une chute de la dynamique du commerce, de la croissance, qui correspond à quoi? Bien, qui correspond finalement à un recul des chaînes de valeur mondiale. Alors, je vais expliquer dans un instant ce que sont ces chaînes de valeur mondiale, mais c'était juste pour vous présenter un peu les choses. Ben, vous voyez bien que ça, c'est le commerce de biens intermédiaires que représente. Le bien intermédiaire, c'est les morceaux de biens qui rentrent dans les processus de production des entreprises pour fabriquer les biens finis qui vont à la consommation finale des ménages. Donc, le moteur d'une voiture, etc., etc. Et aussi des services. Et donc, la courbe orange vous montre la part du commerce de biens intermédiaires dans le commerce mondial. Vous voyez que c'est super croissant dans les années 2000, hein, ça augmente beaucoup, jusqu'à la crise des subprimes, ça diminue, puis ça augmente et vous avez cette diminution à partir de 2011 de la courbe orange, là, de commerce de biens intermédiaires, de morceaux de biens de consommation intermédiaire. Eh bien, la courbe en bleu vous donne le commerce qui est lié à la participation aux chaînes de valeur mondiale. Mais vous voyez que c'est très corrélé, c'est-à-dire qu'en fait, l'explication de la chute du commerce mondial, enfin de la dynamique du commerce mondial, correspond de manière corrélée à la diminution du commerce lié à la participation aux chaînes de valeur mondiale. Voilà. Donc ça, c'est le premier point.
Et donc, les relocalisations industrielles dont on parle aujourd'hui s'inscrivent dans ces recompositions de chaînes de valeur qui ne vont pas nécessairement se faire sur des bases domestiques nationales, mais plutôt sur des bases régionales, c'est-à-dire des ensembles de pays comme l'Union européenne, incluant ou non le bassin méditerranéen. Voilà. Alors, qu'est-ce que sont les relocalisations? Ça, c'est mon premier point. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Les relocalisations, d'abord, il faut se méfier des amalgames. Pour s'intéresser aux relocalisations, il faut se demander à quel type de délocalisation on a à faire face. Il y a deux types de délocalisation. Les firmes qui s'installent à l'étranger pour être présentes sur les marchés où elles vendent leurs produits font des investissements directs à l'étranger pour accéder au marché. Ça continue au contraire depuis la crise des subprimes et depuis la crise du Covid. Ça va repartir dès lors que la demande mondiale repartira. Donc en fait, les investissements directs qui passent par des fusions-acquisitions, des créations de filiales pour conquérir les marchés par la délocalisation plutôt que par l'exportation, ça se poursuit. C'est pas ça qui est en jeu dans les relocalisations. Ce qui est en jeu, c'est la fragmentation de la production d'un produit en morceaux séparés, consistant à délocaliser chaque morceau et l'assemblage final se faisant dans le pays de consommation. D'où les possibilités de crise d'approvisionnement. Alors, je vais vous montrer juste un schéma, parce que j'aime bien les schémas. Ben voilà, ça c'est un schéma, ce n'est pas un graphique. Hein. Vous avez en abscisse, c'est-à-dire en la barre horizontale, les stades de production, d'accord? Et vous avez l'axe vertical, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans une industrie donnée qui est ici la chaîne de fabrication de l'iPhone. Ben, vous voyez que la valeur ajoutée se concentre sur la recherche-développement, l'innovation, la standardisation des biens, le développement, donc à l'amont de la chaîne de valeur, et à l'aval de la chaîne de valeur avec le marketing, la marque et la distribution consommateur. Et vous voyez qu'au milieu, la production et l'assemblage, c'est très largement localisé en Chine, dans les pays à bas salaire. Donc la valeur ajoutée se concentre et ne se répartit pas de manière homogène en fonction des stades de fabrication. Et comme on peut modulariser, c'est-à-dire décomposer en morceaux les biens dans l'électronique, l'automobile, l'informatique, etc., eh bien on peut localiser ces segments dans des pays différents en vue de réduire les coûts de production par unité produite et d'améliorer l'efficacité, et non pas d'accéder au marché. Alors évidemment, dans les deux stratégies peuvent se combiner. On peut délocaliser en Chine pour accéder au marché chinois et en même temps fragmenter la chaîne de valeur pour profiter des coûts de main-d'œuvre bas et réexporter vers d'autres pays. Mais il faut bien séparer ces deux logiques, car la relocalisation et la recomposition des chaînes de valeur concernent cette logique verticale de division de la production en morceaux. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on assiste à une réduction de la dilatation des chaînes de valeur. La dilatation, ça veut dire que, vous avez vu, dans les années 2000, on a été très loin, on a été jusqu'en Chine, à fragmenter la chaîne de valeur extrêmement loin. Ce n'est pas seulement d'ailleurs un problème géographique, c'est un problème plutôt de coordination et de dépendance de peu de fournisseurs, comme dans le cas de l'industrie pharmaceutique. Et vous voyez que ce qui va se produire, c'est un resserrement de cette dilatation, une recontraction des chaînes de valeur, sur des bases plutôt régionales, et je vais y venir dans un instant. Alors, comment définir cette fois les relocalisations? Les relocalisations sont strictes, comme je l'ai effectivement analysé depuis longtemps, hein. C'est le rapatriement d'unités productives de montage ou d'assemblage dans le pays d'origine de la firme. Ça, c'est la relocalisation au sens strict du terme, hein. C'est une entreprise qui part à Hong Kong, comme Nathan, française, qui revient en Bretagne. Au sens large, on parle de relocalisation lorsque survient un ralentissement de la délocalisation ou une contraction de la chaîne de valeur mondiale, hein, ou une relocalisation à proximité des marchés. Par exemple, une firme belge qui avait délocalisé en Inde sa production de bonnetterie de textiles dans les années 2000, à relocaliser non pas en Belgique, mais à Roubaix en France, au nord de la France. Donc on peut relocaliser dans un autre pays. Et surtout, la relocalisation, c'est au sens large, c'est la réduction de la tendance à la délocalisation pour des motifs de réduction de coûts, pour différentes raisons. Quels sont les facteurs clés? Le premier facteur qui favorise la relocalisation, c'est la robotisation des chaînes d'assemblage et de montage et de fabrication.
Alors pourquoi? Parce que bien évidemment, quand on robotise les chaînes d'assemblage, on peut alors réduire l'écart de coûts salariaux unitaires. Le bon critère pour les économistes et pour les entreprises, hein, ce n'est pas le niveau de salaire, ce n'est pas qu'un travailleur chinois soit payé 10 dollars et un travailleur français ou américain soit payé 50 dollars, 5 fois plus. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le rapport entre le salaire et la productivité. Hein, donc, c'est le salaire sur la productivité. Quand votre salaire augmente très vite et que votre productivité stagne, ben, vous avez des coûts salariaux unitaires qui ont tendance à augmenter. Quand par contre, votre productivité augmente et que pardon, je disais le contraire. Hein. Quand la productivité augmente très vite et que le salaire stagne, vous avez des coûts salariaux unitaires qui baissent. Hein, puisqu'en fait, c'est le cas de ce qui se passe aux États-Unis. En revanche, quand vos salaires augmentent très vite, comme en Chine, et que la productivité est relativement stagnante, ben, les coûts salariaux par unité produite augmentent. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de savoir que le premier facteur, c'est la robotisation des chaînes d'assemblage. Et il faut bien comprendre que les robots d'aujourd'hui en particulier, c'était déjà le cas dans les années 80, mais aujourd'hui encore plus, sont des robots intelligents qui sont capables à la fois de réduire la part des coûts de main-d'œuvre dans le coût total de fabrication ou d'assemblage. C'est le cas de l'industrie des semi-conducteurs dans les années 80, qui avait vu la part du coût salarial dans l'assemblage des puces électroniques passer de 40% du coût total d'assemblage à 4%, c'est-à-dire en fait qui a été réduit de 10 fois. Et vous avez aujourd'hui non seulement cette possibilité de réduire la part des coûts de main-d'œuvre dans le coût total de fabrication grâce à l'automatisation, mais aussi ces robots qui contiennent de l'informatique, de l'intelligence, etc., numérique, ils peuvent fabriquer une variété élevée d'un même bien, hein, plusieurs variétés d'un même produit, sans occasionner ce que les économistes appellent des coûts irrécupérables du capital. C'est quoi ces coûts irrécupérables du capital? Quand vous investissez, quand vous aviez des machines qui n'étaient pas flexibles mais rigides, quand vous changiez un modèle de voiture, par exemple passer d'une voiture X vers une voiture Y, ben vous étiez obligé d'abandonner la machine précédente parce qu'elle n'était pas capable de fabriquer les mêmes biens, les deux biens simultanément. Donc en fait, avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux robots, on peut fabriquer des petites séries et on peut fabriquer une variété élevée d'un même bien sans occasionner de coûts irrécupérables du capital. C'est ce qu'on appelle des économies de variété. Aux économies d'échelle classiques s'ajoutent les économies de variété. Ces économies de variété permettent de résoudre deux choses, la fabrication en petite série et le collage au plus près de la variation de la demande. Donc le deuxième, ça c'est vraiment un facteur clé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette robotisation ne concerne pas tous les secteurs. Ça concerne surtout, je vous montrerai juste un petit graphique, ça concerne surtout les, je ne les ai pas mis, tant pis, c'est pas grave, comme ça il y en aura moins, ça concerne surtout les secteurs qui ne rencontrent pas d'obstacles techniques à l'assemblage, c'est-à-dire des secteurs à produits rigides, à matériaux rigides, l'automobile, les ordinateurs, etc. Parce que les robots sont capables de manipuler des matières solides depuis longtemps parfaitement. Tandis que dans les matières souples, le textile, l'habillement, les masques là, dont on parlait tout à l'heure, enfin dont on parle en ce moment, toutes ces matières souples, la chaussure, etc., les robots ne sont pas encore au point pour pouvoir manipuler des matières souples. Donc la robotisation est plus faible dans les secteurs à matière souple que dans les secteurs à matière solide. De sorte que les secteurs à matière solide sont candidats de manière relativement, je dirais presque naturelle, à la relocalisation, puisque nous sommes dans une période de taux d'intérêt réel très bas. Je vous rappelle que les taux d'intérêt réels, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans des périodes où les taux d'intérêt réels sont presque négatifs, permettant aux entreprises d'emprunter des équipements pour s'équiper en robots, pardon, et donc d'engager cette substitution du capital au travail. Au travail, évidemment, donc à la délocalisation. Vous avez des secteurs donc, qui sont moins concernés, les secteurs en matière solide, souple. Donc, la logique sectorielle est très importante pour ce premier critère qui est le critère de progrès technique ou de robotisation. Le deuxième critère, c'est la hausse des coûts salariaux unitaires. Mais là, je vais vous montrer aussi un élément assez intéressant qui va vous permettre de voir ça.
Alors, ce graphique-là, je ne vais pas vous montrer beaucoup de graphiques, mais ceux qui sont le plus utiles à quand même, disons, soutenir de manière empirique les choses, et ne pas juste dire des choses en l'air. Ce que vous observez ici dans le graphique de gauche, c'est justement ce coût salarial unitaire. Hein. Donc, le coût salarial unitaire, c'est le rapport entre les salaires et la productivité, d'accord? Et donc, vous observez, donc c'est la croissance des salaires sur la croissance des productivités, et vous observez que pour les pays comme la Chine et l'ensemble des pays émergents, ben, la croissance des coûts salariaux unitaires est plus élevée, plus importante que les pays de l'OCDE. C'est pour ça qu'on ne parle pas de niveau de salaire, mais de coût salarial par unité produite. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, les salaires ont augmenté extrêmement vite en Chine, mais ce ne fut pas le cas de la productivité, alors qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez des salaires qui ont stagné durant toute la période, et pour la productivité s'est accrue assez rapidement. Donc, vous avez une sorte de convergence des rémunérations par unité produite entre la Chine et les pays industrialisés. Je rappelle un fait stylisé majeur, qui est que la part du coût salarial unitaire chinois dont le coût par rapport au coût américain était de 40% en l'année 2000, et c'est plus que aujourd'hui, l'écart est beaucoup plus faible puisqu'on est à 90% du coût salarial américain. Donc, oui, il n'y a plus qu'un écart de 10%. Okay. Donc, le graphique de droite vous donne la raison, enfin, l'illustration de la recomposition des chaînes de valeur. C'est la part des produits, des exportations, des produits assemblés en Chine dans les exportations totales chinoises. D'accord? Et cette part était de 60% à peu près en 2000. On est passé à 30%. Donc, ça a chuté de moitié. Vous avez bien une réduction du rôle de la Chine comme pays atelier. Ça, c'est vraiment important à considérer. Vous le voyez dans ce graphique aussi. Quand vous observez le taux d'ouverture, c'est-à-dire les exportations sur la production, vous observez que ça stagne en effet depuis les années 2008, mais ça stagne surtout à cause de la chute du taux d'ouverture de la Chine, qui s'est retourné vers son marché intérieur. Vous voyez bien, c'est la courbe rouge ici. Alors, c'est important cette histoire de facteurs parce que ça traverse différemment les secteurs, encore une fois. La sensibilité aux variations de la demande, j'en ai déjà parlé, c'est le troisième facteur. Si la demande est très versatile et bouge en qualité, et quand vous avez délocalisé, eh bien vous allez perdre des parts de marché parce que vous n'êtes pas assez flexible dans la réactivité technologique ou de l'innovation pour répondre aux variations de la demande. Donc, vous perdez en part de marché ce que vous gagnez en termes de différence de coûts. C'était le cas pour une entreprise française qui s'appelle Geneviève Laitue, qui fait de la vaisselle, qui avait délocalisé en Chine. Alors, elle gagnait sur les coûts de production certainement, mais elle perdait ensuite sur les délais de livraison et surtout sur l'imperfection du produit final qui était servi au marché européen, puisque les vaisselles délocalisées n'arrivaient pas toujours dans des designs qui étaient corrects. Quatrième point, les coûts de transport, les coûts de transaction et les coûts environnementaux. Ça, c'est un point fondamental dans les politiques de relocalisation qui vont suivre là. Pourquoi? Parce qu'en fait, là aussi, la logique sectorielle compte. Quand vous avez des produits pondéreux, lourds, eh bien la part du coût de transport dans la valeur exportée va être importante. Donc, en fait, vous allez avoir évidemment un coût de transport qui va peser quand il augmente sur les dilatations de chaîne de valeur pour les automobiles, pour les produits, les meubles, etc. Donc, plus les produits sont volumineux et pondéreux, plus l'impact du coût de transport sera élevé. Et si on ajoute au coût de transport le coût environnemental, les coûts liés à, par exemple, les coûts carbone, eh bien, vous avez un coût qui peut devenir tout à fait gigantesque et qui peut désinciter les firmes à dilater leur chaîne de valeur dans des espaces trop lointains et à recomposer ces chaînes de valeur sur des bases régionales. Ayez en tête la position des pays du sud de la Méditerranée qui sont très proches de l'Union européenne pour ensuite anticiper sur la partie qui suit. Et ça, il y a beaucoup de débats. Il y a un débat en Europe, par exemple, aujourd'hui, sur la mise en place d'une taxe carbone à l'entrée des produits sur le marché européen en provenance de pays qui sont très fortement carbonés et surtout pour les productions de biens très carbonés. Et là, ça va avoir un impact sur la recomposition de ces chaînes de valeur sur des bases régionales. C'est vraiment extrêmement important. Pour les produits légers comme le textile, comme même les ordinateurs, certains iPhones, etc., ben, l'impact du coût de transport est relativement plus faible. Même si les problématiques de coût environnemental peuvent jouer. Par exemple, dans les médicaments, la délocalisation massive
de l'industrie des médicaments dans les années 2000. Mais vraiment, en France, ça a été dramatique. C'est pour ça qu'on a vu que la dépendance à l'égard de la Chine et de l'Inde, 80% des principes actifs étaient délocalisés en Chine et en Inde, et donc les fournisseurs venaient de ces pays-là. Cette délocalisation de la fragmentation des chaînes de valeur vers l'Inde et la Chine dans l'industrie pharmaceutique s'explique par des différences de coûts, certes, mais c'est une industrie automatisable. Ça s'explique surtout par aussi des délocalisations, disons, environnementales. Le coût du respect des règles environnementales liées à la chimie, car la pharmacie c'est de la chimie, est très très élevé parce que c'est une industrie extrêmement polluante. Alors, donc, gardez en tête que la transition énergétique et les relocalisations vont de pair et vont se développer de manière de concert. Le mode de concurrence dominant dans le secteur, c'est aussi un élément important. Il y a des secteurs dans lesquels il y a peu d'acteurs, comme l'industrie pharmaceutique, l'électronique, la pharmacie, c'est une industrie très oligopolistique, où le mode de concurrence dominant, c'est la course à l'innovation. Et puis, il y a des secteurs, c'est-à-dire que les grands groupes oligopoles se font la concurrence sur la course à l'innovation, la capacité à mettre sur le marché très rapidement de nouveaux produits, de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, etc. Et pour ça, elles sont aidées par les brevets consolidés grâce aux accords de l'OMC, ce qu'on appelle les accords TRIPS ou ANPIC, les accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Et ça aide les entreprises à investir dans la recherche-développement. La recherche-développement est en partie socialisée d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, elles ont tendance à focaliser leurs compétences sur le marketing. Et entre les deux, comme dans le schéma sur la chaîne de valeur que je vous ai montré tout à l'heure, entre les deux, la fabrication, c'est du standard, les médicaments, c'est du standard. La chaussure de sport, ça se passe à peu près de la même manière, c'est du standard, et donc elles peuvent délocaliser les morceaux de fabrication de tiges de chaussures ou de machin, etc. Et pareil pour les médicaments, sauf que les conséquences ne sont pas les mêmes s'il y a une crise d'approvisionnement. S'il y a une crise d'approvisionnement dans les médicaments, ça a une conséquence sociale, collective, très grave. Si c'est un risque d'approvisionnement dans la chaussure, c'est beaucoup plus lié aux consommateurs eux-mêmes. Voilà. Donc, le mode de concurrence du mode dominant est très important. Et dans les secteurs où la course à l'innovation est moins déterminante, comme les textiles, l'habillement, le cuir, la chaussure, les jouets, où les barrières à l'entrée sont peu plus faibles, où ce sont des secteurs où les coûts comptent, les firmes ont tendance plutôt à délocaliser. Donc, vous voyez que la relocalisation, c'est un phénomène qui va concerner certains secteurs plus que d'autres quand on combine et on cumule l'ensemble de ces facteurs de relocalisation. Si on regarde donc ce qui se passe dans les différents secteurs, j'ai déjà dit secteurs automatisables, robotisables, pondéreux qui sont candidats à la relocalisation. Les secteurs sensibles à la qualité du produit final, soumis au coût de transaction, sont aussi susceptibles d'être davantage relocalisés. Par contre, les relocalisations sont appelées à se développer dans l'industrie, mais pas dans les services. Au contraire, je vais vous montrer dans les services aux entreprises en particulier, vous allez avoir une délocalisabilité, c'est-à-dire un potentiel de délocalisation qui va devenir tout à fait croissant. Alors, pourquoi dans l'industrie, vous allez avoir des services qui vont avoir tendance à partir? Parce que dans l'industrie manufacturière, vous avez, dans les pays de l'OCDE, je ne vous parle que des pays de l'OCDE ici, vous avez à peu près 40% des emplois qui sont des emplois de service, en moyenne. Donc ça peut aller de 25% à 60% selon les pays de l'OCDE. Alors je vais vous dire quels sont ces emplois de service, mais pour l'instant, si vous prenez l'indicateur de longueur de la production, de la modularité, vous regardez l'industrie pharmaceutique, par exemple, elle est très très liée à la fourniture de segments internationaux, de fragments de production venant de l'extérieur, mais aussi de services. Vous avez aussi la même chose dans les computers, vous avez la même chose dans différents types de secteurs qui sont liés sous-secteurs qui sont liés à l'industrie pharmaceutique. Si vous regardez ce qui se passe dans l'automobile, ça c'est l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, vous avez à gauche la valeur ajoutée qui vient du secteur automobile qui est de 22%. Les consommations intermédiaires qui viennent les consommations intermédiaires du secteur lui-même, c'est 32%, et 46% de consommation intermédiaire proviennent d'autres secteurs, et c'est décomposé avec le graphique de droite, puisque ça vient de l'industrie manufacturière, mais aussi des services à 17%, les plastiques, etc.
Donc, c'est ça la modularité. Maupe, s'il te plaît, juste Oui. pour te rappeler qu'il te reste 5 minutes, Oui, si oui, tu veux oui, oui. passer à l'aspect purement Maghreb et Je de vais y arriver, relocalisation. mais je vais y arriver, mais c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe pour anticiper quelles seraient les stratégies des pays de la région en matière d'entrée dans les chaînes de valeur. Donc, retenez avec moi deux choses. Un, l'industrie va être de plus en plus relocalisée, en particulier l'industrie pondéreuse et automatisable dans les pays du Nord, dans les pays industriels. Par contre, les services sont amenés à se délocaliser de manière croissante. Alors, vous avez ici, par exemple, la part des services dans les services intermédiaires qui rentrent dans l'industrie. Hein. En bleu, c'est l'industrie, c'est les biens matériels, et en gris, c'est les services. Ouais. C'est quand même assez important selon les différents pays. Voilà les différents types d'emplois de services qui vont pouvoir partir, être candidats à la délocalisation. Pourquoi je parle de ça? Parce que les services, jusque-là, étaient contraints par la proximité consommation-production. Ce qui définit un service, c'est son caractère immatériel et le caractère synchronisé de la production et de la consommation. Vous avez pu vous en rendre compte durant le confinement, le développement des technologies numériques ont permis, par exemple, d'offrir des services à distance, la télémédecine, etc. Donc, les emplois de services qui sont au cœur de l'industrie ou dans les back-office des banques ou des assurances vont être amenés à être, ça commence à être délocalisé davantage. Donc, ces emplois de services dans l'industrie sont des services de process, de transport, de marketing, de management, mais aussi de recherche-développement, etc. Voilà. Et les pays pour lesquels aujourd'hui vous avez des délocalisations de services les plus importants, hein, c'est l'offre de services en interne, c'est internal en bleu foncé, local en gris, domestique si vous voulez, mais pas à l'intérieur de l'entreprise, et importé, c'est en bleu clair. Ben, vous voyez que c'est ce que j'ai mis en jaune là. Les Pays-Bas et l'Irlande sont les pays qui ont délocalisé le plus leurs activités de service, leurs emplois de services liés aux entreprises industrielles. Et puis vous avez la Finlande aussi, hein, qui est touchée en rouge. La France, ça reste minoritaire encore, et ça risque de se développer dans le futur. La Belgique aussi, ça reste minoritaire, mais ça va se développer très fortement dans le futur. C'est important de comprendre ça pour venir au point de quel type de stratégie de politique industrielle au Maghreb. Bon, évidemment, le problème de ces pays, c'est que les exportations d'hydrocarbures sont toujours dominantes, mais ça va collapser. C'est le cas d'Algérie, par exemple, et donc il va bien falloir penser l'après-collapse des hydrocarbures. Vous avez, c'est déjà un collapse hein, qui est déjà présent. Les biens et services hors hydrocarbures, ben, c'est assez faible pour les pays de la région. Hein. Si vous regardez en pourcentage du PIB, ça représente 41% du PIB des pays d'Asie du Sud-Est contre seulement 34% pour les pays de la région MENA, y compris les pays du Golfe. Là, hein. Donc les biens manufacturés, c'est 22,7% du PIB dans notre région, au Maghreb en particulier, mais toute la région MENA, et 10 points de plus en Asie. Donc on a un problème qui est que finalement on a une part dans le PIB de l'industrie et des produits exportables beaucoup plus faible qu'ailleurs. Et même le Maroc, c'est seulement 3 à 4% du marché européen des vêtements, et même en diminution. Les produits de faible qualité représentent 50% des exportations de haute qualité, et les produits de haute qualité, moins de 25%. Donc on est dans des problématiques assez compliquées sur le plan de la diversification, mais ça, je ne vous apprends rien, vous le connaissez. Et ce n'est pas seulement l'apanage de l'Algérie, c'est aussi le cas de la plupart des pays de la région, même si certains font mieux que d'autres. Au Liban, pour les services, on a 80% des exports du Liban qui sont des exportations de services, contre 40% pour la Jordanie. Mais pour les autres pays, 20% pour l'Égypte, donc c'est pas grand-chose. Et puis, il y a des problématiques de régulation de ces activités de services qui sont vraiment cruciales à regarder. Il y a un manque de développement des plateformes de services de la région. Or, ces plateformes de services numériques, c'est fondamental. Il ne suffit pas d'avoir des coûts salariaux bas pour attirer des services délocalisés par les entreprises en France, en Belgique, etc. Mais il faut aussi avoir des infrastructures numériques puissantes, up-to-date, connectées aux infrastructures, comme on est en train de le faire ici, aux infrastructures du Nord, mais à un niveau beaucoup plus professionnel. Donc, c'est crucial pour participer aux chaînes de valeur mondiales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays qui réussissent bien sont des pays qui manient bien les importations de biens intermédiaires
ou de services et les exportations. Là, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que la Pologne, la Hongrie, la Turquie même, la République tchèque réussissent bien dans les exportations parce qu'ils ont des bonnes stratégies d'importation. Il ne faut pas regarder seulement l'exportation, mais il faut regarder ce que l'on importe, les segments qu'on choisit d'importer. Ça, c'est absolument important. Enfin, les principaux facteurs de blocage à la participation des chaînes de valeur mondiale, j'ai bientôt fini, Mohamed, ne t'inquiète pas, ce sont les infrastructures inadéquates, les problématiques de gouvernance, bien sûr, de régulation des marchés, de volatilité du droit. Et derrière viennent les avantages comparatifs qui sont un peu faibles ou les forces de travail, la qualification de la force de travail. Alors pour les secteurs des services dont je vous ai parlé tout à l'heure et les emplois de services élaborés, là, le problématique de la formation, évidemment, tout à fait fondamentale pour les pays de la région. Donc pour conclure, pour les pays du sud de la Méditerranée, pour qu'ils s'intègrent avec succès dans les chaînes de valeur mondiales, ils ont besoin de développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation et les technologies numériques. C'est assez fondamental, mais ça va de pair avec la formation, évidemment, professionnelle. Un nouveau contrat social axé sur les jeunes pourrait être construit sur l'économie de la connaissance qui couvrirait l'éducation, les qualifications, le système d'innovation et les infrastructures d'information et de communication. C'est vraiment la combinaison entre ces deux éléments qui sont fondamentaux. Donc, on ne peut pas conduire une politique industrielle sans réformer profondément le système d'éducation et de formation. Le système d'éducation de haute qualité nécessaire pour développer une économie du savoir. La qualité de l'éducation dans les pays est faible, bon, vous le savez, et compte tenu des fonds importants qui ont été investis dans ce domaine depuis plusieurs années, et dans plusieurs pays, les systèmes éducatifs n'encouragent pas l'innovation, le travail d'équipe, la prise de risque. Ils sont mal adaptés aux exigences des économies numériques. Et 40% des entreprises qui opèrent dans les pays de la région considèrent que le manque de personnel qualifié, c'est un sérieux obstacle pour les industries numériques en particulier. Alors même que, contradictoirement, le chômage des jeunes augmente avec le niveau de qualification, ce qui est une anomalie, puisqu'en général, le chômage le diplôme protège du chômage. Ce n'est pas le cas pour les pays de la région. Donc, du côté de l'Union européenne, on peut renégocier les accords de libre-échange et on peut amener l'Union européenne à traiter de manière beaucoup plus multilatérale pour lancer une initiative ciblée avec les pays du sud de la Méditerranée pour soutenir leurs efforts de modernisation de l'éducation, mais aussi un partenariat majeur dans les industries numériques. Encourager les entreprises du Nord et du Sud de la Méditerranée à conclure des accords de co-traitance, OM. Et ce qui est l'échec de la Tunisie, c'est de ne pas avoir négocié des bons contrats de sous-traitance. Ils ont fait des contrats de sous-traitance de court terme, alors qu'il faut passer à des accords de long terme, comme les accords Original Equipment Manufacturing. C'était le succès de la Corée du Sud en particulier. Et pour encourager le développement de ces chaînes de valeur mondiales, eh bien, il faudrait aussi, bien sûr, revoir et renégocier les accords de libre-échange afin de stimuler la coopération nord-sud, mais aussi sud-sud. Il faut un marché plus large pour améliorer l'intégration du commerce, du service et la mobilité de la main-d'œuvre dans la région. Et puis enfin, permettre aux pays du sud de la Méditerranée de participer au programme européen de recherche et d'innovation, comme on l'a fait avec les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, dernier point, évidemment, l'un des leviers majeurs pour faire ça, c'est d'impliquer les diasporas présentes en Europe et aux États-Unis grâce à des politiques appropriées, mais je vous assure, ça ne s'improvise pas. Il y a une vraie technologie de mobilisation des diasporas. Ça ne se fait pas comme cela. Voilà, il y a une bibliographie que je vous donnerai, et puis je vous invite aussi à lire mon livre qui s'appelle Mondialisation et délocalisation des entreprises, qui est au 2017. Je vous remercie de votre attention et pardon d'avoir dépassé mon temps légèrement. Merci beaucoup, Mouhoub. C'est un miracle qui a dépassé que de 5 minutes cette fois-ci. Bon, élément négatif qui fait un peu peur, c'est les fractures numériques qui vont vers la déconnexion forcée des pays. Donc nous, en Algérie, on est en plein dans ça. Moi, ma première question, et après je vais te poser les questions des participants. Tu as parlé de l'accélération des délocalisations des services. Je voulais connaître les conséquences sur les pays du Maghreb et surtout, comment vont-ils développer des stratégies de diversification pour s'insérer dans les chaînes de valeur régionales?
C'est en continuité de l'exposé que tu viens de faire. Oui, alors c'est pour ça que j'ai bien insisté sur les types d'emplois de services qui vont être délocalisés, hein. Donc, si vous regardez ce tableau, vous avez les emplois de services. Alors, ces emplois, il faut regarder ces emplois de manière précise, hein. De transport, de logistique, ça c'est peu délocalisable. Mais par contre, marketing, service, software, support, management, administration and back office, support functions, recherche, développement, engineering, et autres, ça c'est pour les secteurs des services qui sont au cœur de l'industrie. Ça c'est amené à être délocalisé davantage. Encore une fois, ça dépend des pays, mais c'est amené. Sans parler de ce qui se passe dans le secteur des services lui-même, qui est le secteur de la banque et de l'assurance. Les emplois de back-office des banques, de services. Pourquoi ça va se délocaliser davantage? Parce que vous avez ce progrès de l'industrie numérique, des technologies numériques qui permettent de maintenir la synchronie entre production et consommation temporelle. Quand je me fais opérer à distance grâce à la chirurgie, par exemple esthétique, je n'ai pas besoin d'être proche du médecin aujourd'hui. Donc, certaines activités peuvent être fournies à distance, tout en maintenant la synchronie de temps. Là, par exemple, si je vous ai payé mon service, qui est de vous parler, bien évidemment, je n'ai pas besoin d'être proche de vous pour le faire, puisque grâce aux technologies numériques, je peux le faire à distance. Donc, je peux me fournir en service de ce type ailleurs que dans mon pays domestique et que dans mon entreprise elle-même. Donc, ça va être amené à se développer pour cette raison-là. Et puis, parce que pour des niveaux de productivité relativement similaires avec, par exemple, l'Inde, la Chine ou avec un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, on peut avoir des niveaux de salaire pour des niveaux de qualification plus bas. Des niveaux de salaire plus bas pour des mêmes niveaux de qualification, pour ces emplois-là. Donc, ça vaut le coup pour les entreprises de délocaliser ces activités, à condition qu'encore une fois, l'infrastructure numérique soit extrêmement développée. Et oui, aussi les questions de droit, etc. Bien sûr, ce deuxième facteur est un facteur essentiel, c'est celui donc des différences de coûts par unité produite pour les services. Troisièmement, il y a zéro coût de transaction, ni droit de douane, ni coût aux frontières. C'est de l'immatériel, ça passe par les ordinateurs. Donc là aussi, c'est un élément qui favorise la délocalisation. Et ça peut compenser les coûts supplémentaires de relocalisation de l'industrie. Quand l'industrie de l'agroalimentaire ou l'industrie automobile revient en Europe, évidemment, ça coûte plus cher à produire, malgré tout, même si, avec la robotisation, on peut réduire les coûts par unité produite. Donc, il y a les entreprises qui ont des services, 40% en moyenne dans l'industrie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont avoir tendance à arbitrer, on va avoir davantage de délocalisation de services de haute valeur ajoutée même, hein, et pour, disons, compenser les surcoûts qu'engendrera la relocalisation de la production industrielle stricto sensu. Voilà. Et enfin, cinquième point, pourquoi les pays de la région sont intéressés? Parce que la proximité linguistique est fondamentale. Contrairement aux produits matériels, on n'a pas besoin de parler. Les services, ça induit la communication, et la communication, c'est la langue. Et donc, les pays de la région sont bien placés pour communiquer en français, et même en anglais d'une certaine manière, mais surtout en français. Donc voilà les avantages qui pourraient susciter une délocalisation des services et une candidature des pays de la région dans leur stratégie de diversification à entrer de manière stratégique dans ces chaînes de valeur servicielles. Et une question par rapport au sondage cité au début de l'intervention. Alors, j'ai une question ici qui dit 9 Français sur 10 demandent à relocaliser les productions en France. La délocalisation pour nos pays a-t-elle une chance dans un tel cas de figure? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir une relocalisation en Europe? C'est tout. Non, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les relocalisations sont des relocalisations régionales. Il y a très peu de relocalisations au sens strict, c'est-à-dire de rapatriement dans le pays d'origine. Donc en fait, elles vont relocaliser. Les firmes allemandes qui ont relocalisé, elles ont relocalisé où? Dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et la question de la souveraineté, elle ne se pose pas avec une plus grande acuité aujourd'hui? Oui, mais pour certains secteurs. La pharmacie, le gouvernement vient de mettre 200 millions pour produire une usine chez Sanofi, pour produire une usine de vaccins en France. Bon, c'est 200 millions. Vous avez des stratégies, vous avez nécessairement quelques secteurs de haute technologie qui vont être amenés
à être relocalisés par des aides étatiques immenses. Mais ça ne touche pas des activités de délocalisation qui concernent les pays du Maghreb. Alors le Maroc peut être davantage atteint dans l'aéronautique, parce que le Maroc a engendré déjà une fourniture de biens intermédiaires ou de moteurs à Airbus, à Boeing, etc. Donc il peut y avoir un impact sur le Maroc. Mais le Maroc est en train d'anticiper ça. Et en fait, dans la mesure où je pense que les relocalisations vont être régionales et non pas nationales, domestiques, eh bien, il y a une carte à jouer pour des secteurs qui ne sont pas des secteurs à souveraineté nationale directe, quoique, c'est plus compliqué que ça. Mais deuxièmement, il y a les services, encore une fois. Et là, ce qui va se passer dans les services, c'est une carte à jouer. Donc, pour répondre à la question du participant, si on a une bonne stratégie dans les bons services de haute valeur ajoutée, on peut avoir une stratégie de remontée, de rattrapage technologique par, voilà, comme c'est le cas ici, par des importations bien ciblées. Mais j'ai deux questions qui se suivent et qui se ressemblent un petit peu et qui sont à mes yeux très pertinentes. Je les pose les deux en même temps. Alors, la grande question en matière d'IDE et délocalisation, c'est la capacité des pays en développement à négocier avec de grands groupes multinationaux. Comment traiter efficacement cette question? Ça, c'est l'une. La deuxième, je te la pose en même temps, comme ça tu fais une seule réponse. En matière de délocalisation, ce sont les multinationales qui décident généralement. Quelle marge de manœuvre pour des pays comme l'Algérie? Bon, alors sur la première question, écoutez, la fragmentation des chaînes de valeur, c'est une problématique de choix, de segments dans lesquels on peut être fournisseur de services à des entreprises multinationales, c'est vrai. Si on est dans le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure et on se contente de ça, on va faire comme la Tunisie qui a échoué à remonter des filières parce que c'est des secteurs à faible barrière à l'entrée, dans lesquels les coûts sont fondamentaux, les coûts comptent, les coûts de main-d'œuvre comptent, et donc c'est le moins-disant qui va l'emporter. Alors les grandes entreprises multinationales mettent en concurrence les sous-traitants, et c'est extrêmement volatile. On n'a pas vu une remontée de filière vers l'industrie textile tunisienne de biens d'équipement, par exemple. En revanche, les stratégies des États ne doivent pas être des stratégies d'accaparement, d'entrer dans les activités, mais de créer un écosystème favorable, juridique en particulier. Et ces stratégies, c'est de favoriser ce que moi j'appelle des accords de long terme, de co-traitance. Quand vous vous souvenez de ce qu'a fait IBM avec Samsung dans les années 80, vous avez un très bel exemple de co-traitance. IBM a passé un accord avec Samsung. Samsung n'était pas encore le deuxième ou le premier mondial des semi-conducteurs à l'époque. Et cet accord a duré au moins 8 ans. Donc, on signe un accord, non pas de sous-traitance à court terme, mais un accord d'OEM, Original Equipment Manufacturing, et on spécifie le rapport exclusif entre les deux partenaires. Samsung fournit des modules technologiques mégabits, etc., exclusivement à IBM, et IBM fournit exclusivement à Samsung les savoir-faire technologiques nécessaires. Cet accord bilatéral entre deux firmes, qui est un accord plus équilibré de co-traitance, c'est fondamental à réfléchir. Mais il faut que l'État crée le cadre juridique favorisant ça. Aujourd'hui, le cadre juridique algérien n'est pas adapté à cela, il faut bien le reconnaître. D'abord, les lois sont volatiles, elles changent trop rapidement, enfin, elles changent, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui exactement, mais j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose de fragile. Il y a une simplification administrative à opérer. Ça, c'est pour les entrées dans les chaînes de valeur. Deuxième aspect, c'est les IDE. Vous m'avez parlé des IDE. Les IDE, c'est autre chose. Les IDE, c'est une problématique de fragmentation des marchés. Si vous voulez un jour que des investissements directs puissants d'accès au marché, dans l'automobile, la pharmacie, différents secteurs, pour accéder au marché régional et au marché subsaharien. Non pas pour profiter de la main-d'œuvre basse, à bas coût ici. Ce n'est pas des histoires de fragmentation de chaînes de valeur, c'est des histoires d'investissement direct à l'étranger pour accéder au marché. Il n'y a pas que le problème du 49-51. Ça, à la limite, c'est un obstacle de plus. Là aussi, l'obstacle fondamental, c'est la volatilité des lois, les relations de copinage entre l'État et les entreprises. Tout ceci doit être évidemment réglé. Mais plus fondamentalement encore, c'est l'étroitesse des marchés, la fragmentation des marchés. Donc, vous voyez ce graphique-là.
J'aime bien ce graphique parce qu'il montre la difficulté dans laquelle se trouve la région. Alors, vous avez tous les pays de la région, vous les voyez, j'espère, de l'Algérie, le Maroc, la Libye à gauche, à ma gauche. Vous avez les pays comme du Golfe à droite. Et en haut, vous avez les pays d'Europe, l'Union européenne, les pays de la zone de libre-échange européenne, les États-Unis, etc. Et la Turquie à droite. Alors, ce que vous observez, c'est que les pays de la région sont enchevêtrés dans ce qu'un économiste américain appelle, c'est-à-dire Bhelwati, qui est des précurseurs, enfin des grands d'économie internationale, appelle le bol de spaghetti. Donc en fait, dans les accords régionaux, on est enchevêtré dans des bols de spaghetti. Donc si vous prenez le Maroc, l'Algérie, la Libye, etc., il y a une zone de libre-échange qui est l'Union du Maghreb qui n'a jamais marché. Vous avez le GAFTA, qui est l'accord de libre-échange des pays de la Ligue arabe avec les pays du Golfe et des pays qui est un accord de libre-échange simple. Et puis, vous avez des relations bilatérales entre chacun de ces pays. Vous avez vu l'Union européenne qui a des rayons comme ça, des flèches qui vont vers chacun de ces pays. Ben, tous ces pays sont en situation de périphérie satellite avec l'Europe. Ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, les coûts de transaction pour échanger entre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, etc., les coûts de transaction aux échanges sont 4 fois plus élevés que les coûts de transaction entre chacun de ces pays et l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il se produit ce que les économistes appellent l'effet Spoken Hub, c'est-à-dire rayon moyeu. Tout se passe comme si on avait une roue de vélo dans laquelle vous avez au centre l'Union européenne et les pays de la région sont des rayons qui n'ont pas de relation entre eux. Donc, pourquoi voulez-vous qu'une entreprise qui veut accéder au marché local, régional, vienne s'installer dans un des rayons et subir des coûts de transaction ensuite pour exporter vers les autres pays de la région? Alors, il vaut mieux qu'elle reste à Marseille ou à Paris et qu'elle desserve les rayons par l'exportation. C'est exactement ce qui se passe, d'où un commerce déficitaire structurellement entre les pays de la région et l'Union européenne. Et là, ça interroge le pourquoi, bon sang, ces pays ont-ils signé des accords de libre-échange avec l'Europe séparément, bilatéralement. Là, on retrouve, c'est un de mes dadas, on retrouve l'aspect politique, géopolitique. C'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, ces régimes ont plutôt eu tendance dans le passé, alors je ne sais pas ce que ça va devenir maintenant, à passer des accords de libre-échange pour des motifs de légitimation politique des régimes en place, indépendamment des intérêts économiques des pays et des populations de la région. Donc ça, c'est un enjeu fondamental pour nous que de penser la stratégie d'insertion dans les chaînes de valeur en fonction des réformes juridiques, de simplification et de l'investissement numérique, de penser par ailleurs les investissements directs étrangers et l'attractivité en fonction de la taille du marché et de la défragmentation de ces marchés qui sont trop fragmentés, trop isolés les uns des autres et qui ne peuvent pas être candidats à recevoir des investissements directs étrangers dignes de ce nom, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir non pas être simplement ce qu'on appelle des cathédrales dans le désert, mais avoir, sans aucun impact sur le tissu industriel local, mais avoir des effets sur la technologie, sur la connaissance, sur la productivité. Voilà. Donc, tu confirmes absolument que la construction maghrébine est un préalable en la matière, parce que j'ai beaucoup de questions dans ce sens, où cette construction est appelée de tous les vœux et tout le monde saisit, c'est-à-dire saisit l'enjeu et sait que pour avoir un marché viable, il faut que ce soit un marché maghrébin et non pas un marché pour chacun des pays. Ben oui, sortir du bol de spaghetti dans les rapports internationaux. Voilà, ça me paraît international. Parce que si vous voulez, ce qui définit un régime de croissance d'un pays comme l'Algérie, c'est les modalités internes. Alors on a l'État ranguienne, ce que vous voulez, l'hyperconcentration sur les hydrocarbures. Et puis vous avez un régime de croissance qui a son altère complémentaire, qui est le régime international d'insertion. Et il y a une logique entre le régime international et le régime interne. Si vous ne faites pas en même temps des réformes sur les accords de libre-échange, vous ne pourrez pas défragmenter les marchés pour autoriser l'attractivité des investissements directs étrangers. Vous avez vu, hein, Renault est venu à Oran à compte-gouttes, elle est venue au Maroc un peu plus, mais encore à compte-gouttes comparativement à ce qui se passe ailleurs. Elle attend que les marchés s'ouvrent pour être ensuite primo-arrivants et pouvoir bénéficier du marché régional. C'est vraiment fondamental.
D'où ma question d'une potentielle concurrence entre les trois pays. C'est-à-dire, d'une part, on cherche à ce que le marché soit unitaire pour le Maghreb entier. D'autre part, du fait que les économies ont des configurations, ont des structures complètement différentes, est-ce qu'on ne va pas réellement plutôt vers une concurrence interpays que à quelque chose qui nous unirait pour négocier, comme tu disais tout à l'heure, avec la communauté européenne, ou ne serait-ce qu'avec les principaux donneurs d'ordre de la pharmacie et d'autres secteurs. Oui, il y a des économies d'échelle fantastiques à tirer de l'intégration régionale. D'abord, il y a des complémentarités. Le Maroc a développé certaines activités. L'Algérie, dans la pharmacie, est mieux placée. Oui. La Tunisie est mieux placée dans les services, par exemple, que ne le sont l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, sur le plan bancaire, a fait un bond en avant. L'Algérie reste à faire. Donc, il y a des sortes de mutualisation des forces qui vont permettre d'engager des réformes lourdes plus facilement. Enfin, je veux dire, ça ne se décrète pas, l'intégration profonde. Mais au moins, l'intégration commerciale, au moins, doit être une étape nécessaire. Parce que comme ça, au moins, les coûts de transaction et de circulation des marchandises et des services doivent être relativement plus aisés et ça peut attirer à ce moment-là des investissements étrangers beaucoup plus facilement. Et ça se pense simultanément. Je veux dire, on ne peut pas séparer une politique de renégociation des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux d'une politique industrielle. On ne peut pas non plus séparer la politique industrielle et de services pour s'insérer dans les bonnes chaînes de valeur d'une politique en direction des diasporas. Ça doit se penser comme un jeu de complémentarité dans les leviers qu'on peut mobiliser. Merci beaucoup pour ton intervention, pour tes éclaircissements, pour tes explications. J'espère que tous nos participants ont compris maintenant la profondeur de ce concept de relocalisation. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire chez nous pour pouvoir en capter une partie. Il nous faudra beaucoup de temps, mais il faudrait commencer aujourd'hui. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Mohan, merci Mouhoud. C'était la régie qui vous remercie tous les deux.